Bonjour, bienvenue dans Contrôle S pour Contrôle Santé Publique, le podcast du BPH pour comprendre, prévenir et soigner. Ici, on va recevoir des scientifiques de notre centre de recherche qui font avancer la santé publique. On va essayer de vous donner les clés pour un petit peu mieux comprendre ce domaine. Cet épisode, il est un petit peu spécial parce que c'est le tout premier. Il s'intitule Nouvelles technologies, prévention ou danger, qui va aborder une thématique un petit peu floue, la santé numérique et son lien avec la santé mentale, qui est une thématique de recherche prioritaire nationale. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir 3 intervenantes. Alors d'abord Hélène Sauzion, bonjour. Donc tu es professeure en psychologie, tu travailles sur la psychologie 2.0, assistée d'outils numériques, et tu es rattachée au BPH et au centre INRIA. Ensuite Marie Navarro, bonjour. Donc toi tu fais un postdoc en biostatistique à Groningen aux Pays-Bas, et auparavant tu as fait une thèse ici au BPH sur la prédiction des comportements suicidaires via le machine learning. Et enfin Mélissa Macali, bonjour. Tu es épidémiologiste, chercheuse INSERM et tu travailles sur la santé mentale des étudiants au BPH. Alors tout d'abord, on va commencer par définir ce qu'est la santé mentale. Mélissa, peut-être tu peux nous donner ta définition ? Alors, on s'appuie souvent sur la définition de l'OMS, qui définit la santé mentale comme un état de bien-être, dans lequel chacun peut développer son potentiel, faire face aux difficultés de la vie, etc. Et il faut bien différencier ce qu'est la santé mentale de la psychiatrie, qui est vraiment une spécialité médicale à part entière et qui s'intéresse au diagnostic, à la prévention et au traitement de la maladie mentale. Donc, à titre d'exemple, on peut, par exemple, avoir un trouble bipolaire tout à fait bien traité et équilibré, et donc avoir un suivi psychiatrique et avoir pour autant une bonne santé mentale, justement parce qu'on est bien traité. Et à l'inverse, on peut avoir quelqu'un qui n'a aucun trouble psychique, mais qui a une mauvaise santé mentale parce qu'il n'est pas dans un état de bien-être, tant dans sa vie personnelle que professionnelle, par exemple. Alors merci. Est-ce que toi, Hélène, tu pourrais nous expliquer un peu mieux ce qu'est la santé numérique et en quoi ça se lie avec la santé mentale ? Alors la santé numérique, par définition, c'est des sciences pluridisciplinaires qui mêlent les sciences du numérique et les sciences de la santé. Là en particulier, quand on parle de santé mentale, cette approche pluridisciplinaire va s'intéresser aux objets qui ont été définis par Mélissa. Et en particulier, en fait, aujourd'hui, quand on parle de santé mentale numérique, ça renvoie finalement à des travaux faits autour de comment les approches numériques, les nouveaux outils numériques peuvent participer à mieux détecter, mieux diagnostiquer, prévenir et mieux intervenir justement sur des problématiques de santé mentale. Alors de ton côté, Marie, tu utilises l'IA pour repérer les personnes à risque de suicide. Est-ce que l'IA voit des choses que les humains ne verraient pas ? Une partie de mes travaux porte sur l'utilisation de l'apprentissage machine, donc qui est une sous-branche de l'intelligence artificielle, dans la prédiction des comportements suicidaires chez les adolescents et jeunes adultes en population générale. Il faut savoir que ces problématiques de santé mentale, elles ont une origine qui est multifactorielle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule source, une seule raison pour laquelle elle se développe, mais c'est plutôt l'interaction d'un grand nombre de facteurs qui fait que on va présenter ou non ce type de problème. Et c'est dans ce cadre-là que les méthodes d'apprentissage machine sont vraiment intéressantes, puisqu'elles permettent d'étudier simultanément des centaines, voire des milliers de facteurs de risque. Et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau par rapport aux approches qui ont été utilisées majoritairement jusqu'à présent, avec lesquelles on doit sélectionner en amont un petit nombre de facteurs de risque, ce qu'on appelle les facteurs de risque. Et du coup, ça empêche d'étudier la grande diversité de tous les facteurs qui existent, et ça c'est quelque chose qui est très bien géré par les méthodes d'apprentissage machine. Et du coup ça peut permettre d'identifier des facteurs auxquels on n'a pas forcément pensé ou qui sont moins documentés. C'est par exemple le cas dans des études qu'on a fait avec Mélissa sur la prédiction des comportements suicidaires chez les étudiants. Alors on a identifié des facteurs qui sont très connus, des prédicteurs très connus comme les symptômes dépressifs ou les symptômes anxieux. Mais on a également retrouvé l'estime de soi, donc c'est un facteur qui a été étudié, mais pas forcément dans le cadre de la prédiction des comportements suicidaires. C'était un petit peu plus surprenant, et de le retrouver au même niveau comme étant un prédicteur majeur, comme les symptômes dépressifs ou les symptômes anxieux, c'était quelque chose de surprenant et qui était vraiment intéressant. Donc pour moi, c'est pas tellement que l'IA voit, ou les méthodes liées à l'IA voient des choses que l'humain ne verrait pas, mais c'est plutôt à envisager comme un
outil complémentaire qui peut guider l'humain, le chercheur, le clinicien, peu importe, peut-être à penser à une combinaison de facteurs à laquelle on n'aurait pas forcément pensé, plutôt que de remplacer, c'est à considérer comme un outil complémentaire. Merci. Alors, en parlant d'IA, je me tourne vers toi, Mélissa, parce que tu as déclaré que certains jeunes parlent à des chatbots quand ils se sentent seuls. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de leurs besoins aujourd'hui ? Alors, déjà, il faut rappeler qu'on est dans un contexte de dégradation générale de la santé mentale des jeunes, puisqu'environ, par exemple, 1 étudiant sur 3 déclare un trouble psychiatrique et plus d'1 sur 5 a des pensées suicidaires. Alors, qu'est-ce que ça dit de leurs besoins ? D'abord qu'ils se sentent très seuls. Et donc, pourquoi ils ont recours au chatbot ? C'est vrai que c'est un phénomène encore nouveau, finalement assez peu étudié, on n'a pas énormément d'éléments dessus. Mais ceux qui les utilisent rapportent plusieurs choses. Et c'est l'intérêt du numérique. C'est que d'abord, c'est disponible. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est gratuit. Il n'y a pas de jugement, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi aborder avec la machine des sujets qu'ils n'aborderaient pas avec quelqu'un de leur entourage ou même un professionnel de santé. Ça leur permet de parler de leurs problèmes sans se sentir stigmatisés. Et c'est vrai qu'on est aussi dans un contexte d'accès aux soins qui peut être problématique en termes de coûts, aussi en termes de délai pour obtenir un rendez-vous avec un psychologue ou un psychiatre. Et donc, ils ont ce support qui est assez immédiat. Mais bien sûr, il faut rappeler que ça ne va pas remplacer une interaction humaine, mais ces interactions, même simulées, leur apportent une forme de soutien temporaire et qui peut leur faire du bien puisque ces chatbots sont aussi entraînés pour apporter des réponses empathiques. Mais voilà, il ne faut pas non plus avoir une utilisation trop importante de ce type de dispositif puisque ça pourrait aussi favoriser à l'inverse trop d'isolement et un repli qui serait trop durable, qui ne remplacera pas une véritable interaction humaine. Alors je reviens vers toi Hélène, parce que tu utilises la réalité virtuelle et la réalité augmentée pour évaluer les problèmes cognitifs ou liés à la mémoire. En quoi est-ce que c'est plus efficace que les tests classiques ? Plusieurs choses peuvent être mises en avant. Alors déjà peut-être expliquer la réalité virtuelle et puis la réalité augmentée. D'abord, la réalité virtuelle, là c'est simple, c'est une simulation le plus souvent au plus près de la réalité. Et puis la réalité augmentée, c'est quand justement on va augmenter la réalité avec des objets virtuels, comme par exemple là si on voulait refaire la décoration du salon, on pourrait très bien avec un smartphone changer les canapés en utilisant certaines applications et ça nous permettrait en fait de visualiser les changements qu'on voudrait opérer. Donc revenons maintenant à la santé mentale et en particulier à l'évaluation des troubles cognitifs. Mais ça marche aussi pour les troubles psycho-affectifs. La réalité virtuelle et la réalité augmentée sont très utilisées en fait pour justement permettre de simuler des situations quotidiennes. Ça va permettre justement aux thérapeutes de mieux se rendre compte des difficultés que peuvent rencontrer les personnes, soit d'un point de vue cognitif ou d'un point de vue psycho-affectif. Par exemple, la réalité virtuelle, initialement, ça a surtout été au départ appliqué aux troubles phobiques, où on expose avec des thérapies cognitives et aux stimuli qui sont justement anxiogènes pour la personne. Et petit à petit, justement, ça va lui permettre de reconfigurer ses représentations et pouvoir justement vivre et résoudre son problème phobique. Et donc clairement, la réalité virtuelle, la réalité augmentée permet d'être au plus près des situations dites écologiques. Donc ça permet d'avoir une validité écologique à la fois des évaluations, de la détection et aussi de l'intervention. Et donc du coup de permettre une meilleure efficacité clinique. Et puis aujourd'hui, il y a un autre pan aussi qui est très étudié dans le domaine de la santé mentale, puisque c'est un vrai enjeu de société et de santé, c'est la capacité qu'on a à faire la différence justement entre la vraie réalité et puis toutes ces formes de réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte. Et maintenant, il y a quand même de plus en plus d'études qui montrent il peut y avoir des distorsions et que les personnes peuvent confondre justement la source de l'information. Et on voit bien avec les phénomènes de fake news que c'est de plus en plus difficile aussi parce que ces objets virtuels sont bien faits, de pouvoir bien distinguer le réel du non réel. Ça engendre une grosse problématique qui mérite d'être étudiée en termes d'enjeux de santé mentale pour les jeunes et les
les moins jeunes d'ailleurs, parce qu'on est tous victimes de campagnes de désinformation et notamment en utilisant des outils de différentes réalités. Toujours selon toi, Hélène, est-ce que les outils numériques ils peuvent vraiment créer de l'inclusion sociale et donc avoir des bénéfices pour la santé mentale ? Alors, en tout cas, les résultats sont assez prometteurs. Faut quand même avoir en tête qu'on est loin d'avoir des preuves robustes et solides dans ce domaine-là, parce que c'est des recherches en fait qui commencent tout juste, et donc ça demande un processus de validation qui est long, et on sait que pour la santé, c'est important d'avoir une preuve solide. Et même pour la santé mentale. Donc effectivement, ça peut agir de manière bénéfique sur l'inclusion sociale des personnes avec des troubles de la santé mentale, de deux manières, essentiellement parce qu'il y a des outils numériques qui vont aider la personne justement, ou en tout cas stimuler la personne pour qu'elle participe plus de manière sociale. Par exemple, nous on a eu tout un projet d'aide à l'inclusion, à la primo-inclusion d'élèves avec des troubles du spectre de l'autisme ou encore avec déficience intellectuelle, et justement on proposait des outils d'entraînement et d'assistance aux comportements sociaux adaptatifs qui sont attendus à l'école, et c'était un enjeu important pour ces élèves puisqu'ils n'avaient jamais été exposés à des classes ordinaires et donc à des enfants neurotypiques. Puis une autre manière aussi de favoriser l'inclusion sociale, c'est que les outils numériques peuvent aussi soutenir, aider à acculturer les environnements sociaux, à une plus grande tolérance et à des valeurs d'inclusion. Et par exemple, le projet Tous Ensemble, on a mis en place une toute simple application web interactive qui permet en fait de faciliter, de soutenir la collaboration des parents, des professeurs et des soignants, et en particulier psychologues, rééducateurs pour les élèves avec des troubles des apprentissages. Et on peut observer que non seulement ça favorise la communication et surtout un consensus sur la représentation des forces et des faiblesses de l'élève, mais in fine, ce qu'on n'attendait pas, on a pris quand même la mesure, on se disait on sait jamais, et ce qu'on s'attendait pas, c'est qu'on a aussi une amélioration du bien-être scolaire de l'élève quand toutes les parties prenantes justement de l'inclusion se mobilisent pour travailler ensemble et accompagner au mieux l'élève dans son projet éducatif. Ok, et tu travailles aussi sur des applis avec des maisons connectées ou intelligentes qui aident les gens à garder leur autonomie. Tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ? Alors, les maisons connectées, c'est des systèmes un peu complexes, dans le sens où c'est des systèmes qui vont orchestrer des capteurs de mouvement, contacteurs de portes, de tiroirs, détecteurs de température, de chasse d'eau, etc. Et grâce à ces capteurs, en fait, on va pouvoir analyser l'activité. Et là aussi, c'est grâce justement aux méthodes de machine learning qu'aujourd'hui on est capable de détecter des activités, donc de reconnaître des activités. Et une fois qu'on a reconnu ces activités, justement, le système a une conscience de la situation de la personne. Est-ce qu'elle est en train de prendre sa douche? Est-ce qu'elle est en train de regarder la télé, etc. Et à partir de là, elle peut analyser la routine. Nous, en particulier, c'était chez des personnes âgées avec fragilité. Et donc, du coup, on pouvait surveiller le bon déroulé de la routine de la personne. Et si le système détectait justement qu'il y avait une anomalie dans ce déroulé, elle pouvait offrir des aides, déjà questionner la personne si tout se passe bien, etc. et éventuellement lui proposer des aides pour réaliser certaines activités à la maison, pour être autonome. Mais il y avait également des aides à la communication, et notamment on avait mis des systèmes de mails simplifiés, de la visioconférence, des jeux interactifs pour favoriser justement les interactions sociales et la participation sociale des personnes âgées, parce que ça aussi c'est une vraie problématique, l'isolement et la solitude des personnes âgées, d'autant que là en plus nous on a pris que des personnes âgées qui vivaient seules, et donc effectivement ça faisait partie de la demande. Souvent on dit les besoins, le gériatre a tendance à voir que les besoins en termes d'autonomie, mais quand on regarde de près
montrer les besoins exprimés par la personne. Souvent, les besoins exprimés, c'est pas tant au niveau de l'autonomie. En tout cas, c'est pas là où est mise la priorité. La priorité, elle est mise sur le besoin d'être en contact avec les personnes et la famille, les personnes qui comptent, et donc vraiment d'aider aux interactions avec les personnes d'intérêt pour la personne âgée. Merci. Quant à toi, Mélissa, tu travailles sur un outil pour accompagner les nouveaux étudiants. Concrètement, quel est cet outil ? Alors, on travaille sur un dispositif en ligne, il se passe sur Internet. L'objectif, c'est de détecter une souffrance psychique et favoriser la demande d'aide de l'étudiant qui en a besoin et éventuellement le recours aux soins. Précisément parce que ce sont les étudiants qui sont le plus en souffrance qui vont le moins demander d'aide puisqu'ils sont dans une posture de repli et d'isolement parce qu'ils se sentent pas bien. Et donc l'objectif de ce dispositif, c'est de leur proposer un retour personnalisé de leur état psychique. Parce que pour demander de l'aide, la première étape, c'est de d'abord reconnaître ses symptômes et reconnaître son mal-être. Donc on leur propose un retour personnalisé sur par exemple leur niveau de dépressivité, d'anxiété, de stress, leur niveau de consommation. On les informe aussi sur qu'est-ce que la dépression, comment faire face au stress à la veille d'un examen par exemple. Et voilà, on leur fait aussi un retour sur tous les dispositifs d'aide, de soutien, qu'ils soient en ligne ou en face à face. Donc on a fait une étude pilote auprès de 1000 étudiants qui ont montré qu'ils étaient très satisfaits de ce dispositif. Et surtout, ce qui était très important pour nous, c'est que ceux qui avaient reçu un message leur conseillant de demander de l'aide, bien beaucoup d'entre eux l'avaient déjà fait après avoir reçu ce bilan parce qu'ils se sentaient légitimes pour le faire. Et ça, c'est très important d'avoir cette légitimité pour aller demander de l'aide. Pas forcément vers un professionnel de santé, tous n'ont pas besoin d'une prise en charge médicale, mais au moins vers quelqu'un de leur entourage, de leurs proches. Alors l'étape d'après, ça sera de proposer une version plus aboutie de ce dispositif, et ça on va le faire avec les étudiants pour répondre au mieux à leurs besoins dans une démarche de recherche participative où les étudiants seront complètement intégrés dans l'équipe de recherche pour concevoir cet outil. Et bien sûr, on va aussi l'évaluer de manière scientifique, en interdisciplinarité, puisque là, bien sûr, pour construire ce type de dispositif, on s'appuie sur les psychiatres, les psychologues, les addictologues, les sociologues aussi qui travaillent avec nous, pour se démarquer, bien sûr, d'autodiagnostics, par exemple, qu'on retrouve sur TikTok, qui n'ont jamais été évalués et qui peuvent être délétères pour la santé des jeunes, mais là, qui s'intègrent dans une véritable démarche scientifique de conception et d'évaluation de l'outil. Merci. Donc j'ai une dernière question pour toi, Marie. De nombreuses applis collectent des données très personnelles, l'humeur, le sommeil, les pensées. Sommes-nous vraiment bien protégés ? Alors c'est une question qui est très importante et qui passe souvent inaperçue auprès du grand public. Et pourtant, il faut vraiment s'y intéresser, surtout aujourd'hui avec la multiplication des applications qui collectent donc des données de santé, mais pas que, des données aussi dans d'autres domaines très, très généraux. Donc c'est pas mon domaine d'expertise directe, puisque moi je travaille essentiellement avec des données de cohortes qui ont été collectées dans le cadre donc de la recherche scientifique, mais je peux donner quelques informations générales. Donc en ce qui concerne les applications, en Europe, il y a des réglementations, donc notamment le règlement général sur la protection des données, le RGPD, qui a des hauts standards en matière donc de collecte, de traitement et de stockage des données. Donc c'est un aspect qui est très important. Donc ces lois, elles imposent en théorie des standards élevés en matière de consentement, de sécurité et de transparence. Mais toutes les applis qui sont réalisées et dont les données sont stockées hors Europe, eh bien, ces réglementations ne sont pas forcément les mêmes. Et parfois, c'est vraiment difficile d'identifier les standards des règles qui sont appliquées. Donc c'est une question qui est très importante. En matière de recherche scientifique, nous, on travaille avec des protocoles aussi très élevés, notamment le consentement des individus. On a besoin d'autorisation éthique, les données sont anonymisées. On travaille parfois sur serveur avec une double authentification pour la sécurité. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit être pensé en amont et qui est très développé. Dans le cadre de la recherche sur le suicide, puisque c'est ce que je connais le mieux, les premières études ont été réalisées aux États-Unis dans des populations militaires. Au moment où ces études ont été réalisées, il y a eu vraiment une grande réflexion sur la sécurité des données, puisque imaginons s'il y a une fuite de ces données, mais comment vont être traités les soldats qui ont été identifiés comme étant à risque suicidaire. C'est vraiment une question qui est très importante d'un point de vue éthique. Comment ça peut influencer leur futur,
leur accès à d'autres services et la possible stigmatisation. Donc même quand on est dans un objectif uniquement de prévention, ce sont des questions très importantes qui doivent faire le fruit d'une réflexion éthique profonde. Donc merci beaucoup à vous trois d'être présentes sur ce premier épisode. J'ai adoré discuter avec vous. Donc en conclusion, on pourrait dire que la santé mentale, même si c'est un nouveau sujet, ça reste un sujet qui touche tout le monde, à tous les âges et à tous les moments de la vie. Et qu'en fait, le numérique, ça peut être un très bon outil pour mieux diagnostiquer, pour mieux comprendre et mieux accompagner. Sauf que cet outil, il faut qu'il soit pensé avec inter- et pluridisciplinarité. Et donc c'est ce qu'on essaie de faire ici, au BPH, et avec l'INRIA qui nous a accompagnés sur ce premier épisode. Alors merci à vous et merci de nous avoir écoutés en vous souhaitant une belle journée et à bientôt.